Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Coucou tout le monde, c'est Capucine. Je n'ai pas pu être présente lors de l'enregistrement de cet épisode, donc Julie a mené cet entretien en tête-à-tête avec Marine pour une fois. C'est moi qui me suis occupée du montage et j'ai donc pu savourer cet échange plein de douceur et d'authenticité. Je me rends compte que écouter le récit des 3 accouchements de Marine me rappelle cette belle dualité entre la puissance et la vulnérabilité que vivent les femmes lors de la naissance et des premières heures au monde de leur bébé. C'est un récit riche et j'ai eu la chance de le découvrir un peu comme vous allez le découvrir en tant que spectatrice. Alors je vous laisse savourer ce moment entre Julie et Marine. Bonne écoute. Quand on pense au transfert en maison de naissance, on pense souvent aux urgences, aux mères et aux bébés en souffrance. Pourtant, la plupart des transferts se font calmement. Bien qu'elle travaille dans l'hôpital rattaché à la maternité, Marine comprend réellement la philosophie des maisons de naissance qu'au cours de sa première grossesse. Après 3 suivis de grossesse et une activité bénévole intense au sein de la maison de naissance, celle-ci n'avait plus de secret pour elle. Pourtant, malgré un 3e accouchement de rêve, les sages-femmes s'interrogent sur l'état de santé de son bébé quelques minutes après la naissance. Malgré des constantes normales, ce petit bébé endormi pose question. Marine sent au fond d'elle que son bébé va bien, mais elle sait qu'il est important de suivre le protocole et que ses sages-femmes connaissent les bonnes décisions. Elle accepte alors le transfert. Aujourd'hui, Marine nous raconte son histoire. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Bienvenue à notre micro. Merci pour l'invitation. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté de venir partager ton histoire sur notre podcast. On est très contente de t'accueillir aujourd'hui. Et pour commencer, on va te demander de te présenter. Alors je m'appelle Marine, j'ai 36 ans et j'habite en Orisère à 30 minutes de la maison de naissance où j'ai été suivie pour mes 3 grossesses. Je suis assistante sociale de métier, un métier passion et depuis que je suis maman, je suis aussi passionnée par la parentalité et par l'allaitement. Donc depuis 5 ans et demi, je suis engagée pour la maison de naissance Premières Heures au Monde à Bourgoin-Jallieu. Et je suis également formée à l'allaitement en tant que maman animatrice d'une association locale qui s'appelle Galacté. Je suis donc maman de 3 garçons, Jaël qui a 5 ans et demi, Elio qui va avoir 4 ans et mon petit dernier Taoni qui a eu 2 ans hier. Donc 3 enfants en 3 ans et demi. Et j'ai bien sûr un mari qui m'a suivie dans cette aventure. Eh ben, bon anniversaire déjà à Taoni. Merci. Et puis, ouais, c'est un bon challenge, 3 enfants en si peu de temps. C'est du sport. Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance t'as accouché, même si on s'en doute après ce que tu viens de nous dire? Alors voilà, moi j'ai eu la chance donc d'accoucher à Premières Heures au Monde, qu'on appelle également FAM, qui est la maison de naissance de Bourgoin-Jallieu. Donc en Orisère, on va dire entre Lyon et Grenoble. D'accord, merci. Et donc avant de parler de ton expérience de maternité, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est une structure médicale pour accoucher de façon physiologique. C'est une structure qui est gérée par des sages-femmes et c'est pour moi une alternative entre l'accouchement en maternité et l'accouchement à domicile. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une prise en charge globale durant la grossesse et un retour précoce au domicile qui peut se faire avec un suivi par les sages-femmes. Ben, merci pour cette définition assez complète. Avant de nous raconter ton accouchement et le lien que tu as pu expérimenter entre la maternité et la maison de naissance, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique? Tu viens de nous dire que la maison de naissance, c'était un bon compromis pour toi entre la maternité et
l'accouchement à domicile. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui a toujours été en toi, l'accouchement physiologique, et ce lieu s'est présenté à toi comme une évidence? Ou est-ce que tu avais des hésitations, ou tu t'étais jamais vraiment posé la question et c'est au fil de rencontres et d'expériences que tu as eu cette envie? Alors, je dirais que c'était, certainement ancré en moi puisque depuis très longtemps, bien avant de devenir maman, j'avais découvert le concept des maisons de naissance en Suisse et j'avais trouvé ça vraiment formidable. D'autant plus que, les hôpitaux me faisaient un peu peur. Et il s'est avéré qu'en fait, pour notre premier garçon, on a mis un peu plus de 4 ans pour l'avoir et on est passé par un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Finalement, il est né, enfin, il a été conçu au final naturellement. Une fois qu'on avait tout abandonné et puis on s'était lancé sur d'autres procédures d'ailleurs, notamment on avait obtenu un agrément pour une adoption. Et pour moi, en fait, c'était évident que je ne voulais plus revivre ce que j'avais vécu pendant presque 2 ans avec les FIV, avec, enfin voilà. Et à l'époque, je travaillais dans l'hôpital en tant qu'assistante sociale, dans l'hôpital où il y avait la maternité partenaire et donc la maison de naissance. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc, je me suis dit, le jour où je tombe enceinte, c'est là-bas que je veux accoucher. Ouais, c'est super intéressant, parce que j'allais te demander comment tu avais connu la maison de naissance, et en fait, c'est par ton lieu d'exercice, en fait. C'est ça. Je travaillais là-bas en tant qu'assistante sociale et je suis arrivée à peu près en même temps que la maison de naissance puisque j'ai commencé à travailler dans cet hôpital en 2017 et femme a commencé les premiers accouchements en 2016. Bah, du coup, j'ai suivi aussi les premières relations entre la maternité et la maison de naissance côté hôpital. Ouais, c'est chouette. Ça doit être un point de vue intéressant, du coup. Quand tu as découvert l'existence de cette maison de naissance, quand tu as intégré, du coup, la maternité dans le cadre de ton travail, quelle a été la première image que tu t'en es fait la première fois qu'on t'en a parlé? Alors, j'avais vu des photos par notre service communication qui avait fait un petit article, en fait, sur l'ouverture de la maison de naissance. Donc j'avais vu des photos des chambres, mais ça a été vraiment, quand je suis allée visiter la maison de naissance pour la première fois que j'ai réellement, ressenti l'ambiance de la maison de naissance. Là, j'avais juste vu des jolies chambres, plus jolies qu'une chambre de maternité, mais vraiment c'est en allant visiter les lieux que j'ai compris le concept de la maison de naissance. Et quand tu dis visiter les lieux, c'était lors de ta première grossesse ou c'était à l'occasion d'une journée de travail? C'est lors de ma première grossesse, j'avais appelé quelques jours avant une des sages-femmes vers qui on m'avait orientée, quand j'avais envoyé un mail à la maison de naissance en leur disant que j'étais enceinte et que je voulais être suivie à la femme. Et j'avais donc eu la sage-femme au téléphone et en lui disant, voilà, je suis enceinte, par contre c'est tout récent, j'étais encore pas à 8 semaines de grossesse. Et je lui dis qu'en plus j'avais fait une fausse couche tardive 1 an avant. Donc voilà, mais je voulais quand même réserver ma place. Et donc elle me dit pas de souci, dès que l'échographie de datation est positive, enfin voilà que tout va bien, rappelez-moi. Et je lui dis c'est le 20 juin. Elle me dit c'est l'anniversaire de femme, on va fêter nos 2 ans et à l'occasion, on a fait une journée porte ouverte, enfin une soirée porte ouverte donc moi je me dis c'est un signe. Ouais, super. Donc je lui dis si je viens avec mon mari à ce rendez-vous, c'est que tout est bon et puis si on vient pas, c'est que malheureusement ce sera pour une prochaine fois. Et bon là voilà, quand on a entendu le cœur du bébé, la première chose que je me suis dit c'est bon, on va aller ce soir visiter la maison de naissance. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'était vraiment une très belle journée puisqu'on avait la joie d'avoir la grossesse confirmée et puis en plus de rencontrer l'équipe avec il y avait plein d'autres parents. C'est là que tout a commencé. Ouais, c'est trop chouette comme première fois. Ouais, c'est assez fort en fait et c'est ces parents qu'on a rencontrés aussi lors de cette porte ouverte en fait, ils nous ont suivis pendant toute la grossesse et l'après-grossesse en fait. Enfin, voilà, je trouve que c'était super de les rencontrer à ce moment-là et de les entendre partager leurs accouchements, leurs expériences. Il y avait des papas. Mon mari, ça lui a tout de suite parlé, en fait. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as eu l'occasion de parler à ton mari de la maison de naissance avant, ou est-ce que du fait de votre parcours et peut-être du doute persistant de savoir si la grossesse allait être validée ou pas, tu l'avais pas trop briefé sur ce que c'était? Je m'en souviens pas
précisément, mais je pense que j'avais dû lui en parler vraiment très tôt. C'est quelque chose dont on parlait de toute façon depuis des mois et des années, de cette grossesse. OK. Donc, je saurais pas dire exactement à quel moment, mais je pense que très vite, je lui ai dit que, sauf problème médical, j'accoucherais dans une maison de naissance et Mmh. il a toujours été partant et d'aller visiter, je pense que ça a confirmé le choix qu'on avait fait. Oui, du coup, il était, conscient de ton besoin et ça lui convenait et puis toi, derrière, quand, tu as su qu'il y avait ces portes ouvertes, il a été, ravi, j'imagine, de t'accompagner, comme tu dis, d'entendre en plus, tous les autres témoignages de parents et de papa, c'est une belle entrée en la matière, je pense. Mmh. Tous les parents n'ont pas cette chance. Et aussi, ça fait lever des angoisses, notamment, c'est quand même souvent les papas, je trouve, qui ont cette angoisse de voir, en fait, qu'en effet, le transfert en cas de problème, va se faire, très Mmh. facilement et rapidement parce qu'il y a, un ascenseur à prendre. C'est vraiment concret, là, tout de suite. Oui, c'est concret et en effet, c'est vrai que, comme tu dis, en tout cas parmi nos invités, c'est assez récurrent. Ce besoin, qu'ont, les coparents d'être rassurés, sur, comment va se dérouler un transfert, la proximité, et cetera. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent, questionné, par les papas. Maintenant, qu'on sait un petit peu, comment vous avez eu votre, 1re, rencontre avec femme, qui était pas des moindres d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire alors, tu as eu 3 grossesses, tu as été 3 fois suivie, en maison de naissance. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus, sur, ta 3e grossesse et ton 3e suivi. Ceci dit, là, on aimerait savoir, comment se sont passés les suivis, donc peu importe, desquels suivis tu parles. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé au niveau des consultations mensuelles? Comment, ça se déroule au moment où tu arrives? Comment tu es accueillie? Qu'est-ce qui se passe pendant une consultation? Combien de temps elle dure en moyenne? Et ensuite, on parlera un petit peu des préparations à la naissance aussi. Alors moi, j'ai été à chaque fois suivie par un binôme de sages-femmes. Donc un premier binôme pour ma première grossesse et puis pour ma 2e et 3e grossesse, c'était une des sages-femmes du premier binôme avec une autre sage-femme, puisqu'entre-temps, la sage-femme du premier binôme a arrêté pendant un temps les accouchements. On va dire que c'est un suivi classique dans le sens où on a tous les rendez-vous obligatoires, les rendez-vous mensuels. Moi, j'adorais ces moments-là. Parce que déjà il y a peu d'examens réellement comme on pourrait imaginer en fait sur un suivi classique. Ça va être prise de tension, prise de la hauteur utérine. D'ailleurs au début je savais même pas trop à quoi ça servait. Enfin voilà, mais je pense que j'étais à l'aise et j'ai pu leur demander. Voilà, je pense que je l'aurais pas forcément fait. Sur un suivi en maternité avec une inconnue. Et en fait, c'était surtout beaucoup de discussions sur comment ça allait au travail, comment je me sentais, la fatigue, les questions que je pouvais rencontrer au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse. Mon mari était quand même en général présent, même pour les suivis de grossesse, pas que pour la préparation à l'accouchement. Après, j'avais un suivi aussi classique avec les prises de sang, donc toxoplasmose et puis analyse d'urine tous les mois. Les sages-femmes nous proposent aussi, en parallèle de la première échographie, de faire le dépistage pour la trisomie 21, donc ce qu'on avait accepté. Autant j'étais avec une insouciance totale pour mon premier, j'ai à peine regardé le résultat, enfin voilà. Par contre, pour mon 2e, j'ai reçu un appel de ma sage-femme, j'étais au travail, je m'en rappelle comme si c'était hier, où elle m'annonce que le risque de trisomie 21 est assez élevé. En tout cas, j'avais une chance sur moins de 200. Enfin, je ne sais même plus là pour le coup, mais moi, ça m'avait paru très peu. Mon mari relativisait beaucoup plus, mais j'ai fondu en larmes et en fait, elle m'a dit, il était 15h30, elle me dit, si tu veux, tu viens, je t'attends au cabinet. Donc j'ai prévenu ma responsable et je suis partie. Elle m'attendait au cabinet pour me donner les ordonnances pour faire la suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle le DPNI, donc le dépistage non invasif par rapport à ce risque. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 1 heure dans son cabinet. Et ça aussi, ça a été un soutien vraiment précieux. Et surtout pendant les 15 jours, voire 3 semaines qui ont suivi, parce que pour une raison obscure, si ce n'est que c'était en période Covid, les résultats ont été plus longs que d'habitude.
Donc elle a été vraiment, Oui, c'est générateur d'angoisse, j'imagine. voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, elle était vraiment, très très à l'écoute pendant ces semaines d'attente et elle a été aussi à l'écoute et ma deuxième sage-femme, hein, donc les 2 sages-femmes, elles ont été très à l'écoute, surtout après. Parce que j'en ai parlé pendant toute ma grossesse jusqu'au jour de mon accouchement. Mmh. Donc voilà, c'est ça, un suivi en maison de naissance, c'est qu'il y a pas vraiment de règles. En fait, elles font en fonction de nos besoins et de nos attentes. J'ai pas eu une consultation pareille pour mes 3 grossesses au même stade, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Oui, puis comme tu dis, en fait, tu fais pas forcément face aux mêmes peurs ou aux mêmes, stress parce que, bah, quand tu as jamais eu d'enfant ou quand on a déjà un ou 2, c'est pas pareil. C'est ça. Je me demandais justement, là, tu viens de nous parler donc du cas particulier de ton stress par rapport à la trisomie 21 pour ton deuxième enfant. Est-ce que tu as eu d'autres peurs ou d'autres angoisses sur, certains de tes accouchements? Et si oui, comment ils ont été accompagnés par les sages-femmes? Tu viens de nous dire que c'était un soutien hyper précieux dans le cadre de la trisomie, mais peut-être, tu as d'autres, moments comme ça qui ont pu te marquer? Moi, je pense que comme beaucoup de femmes qui accouchent en maison de naissance, enfin qui ont ce projet, j'avais la peur du terme, soit d'accoucher trop tôt, soit d'accoucher trop tard. Mais là aussi, elles ont su me rassurer. Je me souviens d'ailleurs d'une de mes sages-femmes qui m'avait dit que, en gros, j'accoucherais le jour où toutes les étoiles seraient alignées, dans le sens où je me sentirais vraiment en sécurité, enfin voilà, où tout serait réuni, toutes les conditions seraient réunies. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé pour mon troisième. Mais c'est un stress que j'ai eu donc aussi pour mon premier, mon deuxième, mon troisième, quoi. C'était, je veux tellement accoucher en maison de naissance que j'avais cette angoisse. Forcément, j'avais l'angoisse d'un transfert quelconque, quel que soit le stade de la grossesse ou de l'accouchement. Là aussi, elles sont là pour nous rassurer, mais aussi pour nous informer. Mmh. Parce qu'il y a aussi la vérité sur les transferts. Et même si on n'a pas toujours envie d'entendre tout ce qu'elles nous disent, c'est important. Et moi, du coup, à chaque grossesse, je me mettais de nouvelles informations dans la tête que pour le premier, on oublie. Enfin, on n'a pas envie trop d'entendre, je pense. Ouais, mais comme tu dis, je pense que c'est important, ça fait partie, justement des choses à prendre en compte quand on aborde un suivi en maison de naissance. Je pense que c'est pas anodin en plus parce que c'est une peur assez récurrente qu'on peut entendre en tout cas, chez les personnes qui ont des suivis en maison de naissance. Et justement, tout à l'heure, je disais qu'on allait parler des séances de préparation à la naissance. Souvent, il y a des thématiques qui sont proposées par les sages-femmes. Tu dis qu'aucune de tes consultations ne s'est ressemblée, au cours de tes grossesses. J'imagine que pareil, pour les séances de préparation à la naissance, ça n'a pas été la même façon d'aborder les choses pour ton premier enfant que pour ton troisième, avec d'autres thèmes qui rentrent en compte, Mmh. on va dire. D'autres paramètres en tout cas qui sont à aborder. Malgré tout, il y a des choses qui sont, je pense, bonnes à réentendre parce que, comme tu dis, ça fait partie aussi de la réalité des choses. Est-ce que tu peux nous parler de ce que sont les séances de préparation à la naissance en maison de naissance et est-ce que justement il y a des thèmes ou des choses qui te paraissent importantes et essentielles et qui, entre guillemets, ont été obligatoires, même si c'était ton troisième enfant? Oui, donc pour mon premier, c'est vrai que c'était des thématiques, je pense assez classiques avec en effet, il y avait une séance sur l'allaitement qui avait été avec plusieurs mamans. J'avais été quand même un peu Mmh. frustrée et je sais que la sage-femme aussi parce que finalement ça avait pas été, des mamans très bavardes, Ah. qui avaient pas d'ailleurs forcément non plus un projet, vraiment déjà pensé d'allaitement. Donc voilà, j'ai pris les bonnes informations qu'il y avait à prendre, mais voilà, j'avais eu un peu de frustration. Mais après, il y avait, toutes les informations vraiment, sur, en gros l'accouchement le jour J, enfin ce qu'on va ressentir dans le corps et cetera, que j'avais vraiment, bien intégré en fait parce que je m'imaginais pas du tout, ça, puisque c'est pas ce qui est montré aussi à la télé en général. Et il y avait donc la fameuse séance sur les transferts que j'avais entendue d'une oreille, plutôt distraite, en me disant, que je n'en ferais pas partie.
Il s'est avéré que j'en ai fait partie puisque pour mon premier, le jour où j'ai perdu les os, mes 2 sages-femmes étaient en arrêt maladie. Chose qu'elles n'avaient pas du tout imaginée à ce stade-là de l'aventure de la maison de naissance. Oui, j'imagine. La sage-femme 2 était en arrêt depuis bien 15 jours, 3 semaines. Et ma sage-femme 1, en fait, il s'est avéré que le matin où j'ai perdu la poche des os, enfin j'ai rompu la poche des os, le matin j'ai fait une chute. Et du coup, elle m'a conseillé, quand je l'ai eu au téléphone, d'aller faire juste un petit contrôle à la maternité, en me rassurant, en me disant que tout allait certainement être OK, mais juste, voilà, par précaution. Et en raccrochant, elle me dit, ce serait bien qu'en tout cas, il attende ce week-end, ce petit bébé. Et moi, je me dis dans ma tête, mais non, moi, je veux accoucher. Donc, je vais à la maternité, tout ça. En plus, là-bas, on me dit, oh, tout va bien, mais vous savez que vous avez des contractions et tout. Donc, moi, je me dis, bon, bah, c'est bon, ça va lui donner des idées. Et en effet, quelques heures plus tard, je romps la poche et moi, j'appelle ma sage-femme euphorique pour lui dire ça. Et là, elle me dit, bah, viens au cabinet, on va faire comme ça, voilà, ça va lancer le chrono par rapport à la rupture de la poche des os. Et quand elle arrive, je vois qu'elle elle est pas normale. C'est quelqu'un d'assez souriant, d'assez jovial. Et là, je trouve qu'elle tire la gueule et je me dis, mais elle va pas... Qu'est-ce qu'elle me fait? Je comprends pas du tout. Et là, en fait, elle me dit, tiens, installe-toi, on va faire un petit monito et tout. Vraiment, elle est très... Enfin, elle prend vraiment le temps, mais je la vois en souffrance. Et là, en fait, elle m'annonce, elle me dit, bon, bah voilà, le travail commence, mais par contre, je ne vais pas pouvoir t'accoucher. Je suis en arrêt depuis maintenant. Elle s'était blessée en fait sur l'accouchement précédent. Et là, j'ai buggé parce que dans le cours sur le transfert, il n'y avait pas cette option. Oui, bah oui. À l'époque, il y avait même l'option que c'était nos sages-femmes qui nous accompagnaient quand même à la maternité en cas de transfert. Ouais, en général. Ouais. Donc là, moi, j'avais pas cette option où j'avais aucune sage-femme. Et je lui ai posé la question, mais je vais accoucher où? Parce qu'en fait, je me voyais accoucher sur le parking de son cabinet de sage-femme parce que j'avais pas imaginé cette option. Et puis qu'aussi, je croyais que, comme dans les films, quand on perd les os, on accouche dans les minutes qui suivent, ce qui ne fut pas du tout le cas. Mais en tout cas, voilà. Pendant cette séance de préparation, voilà, il n'y avait pas eu cette possibilité où les 2 sages-femmes étaient indisponibles, ce qui est quand même très rare, et ce n'est arrivé d'ailleurs qu'une fois. Mais du coup, pour mon 2e et mon 3e, j'ai beaucoup plus écouté sur les transferts. Finalement, le transfert, ça peut me concerner. Voilà, mais malgré tout, je me sentais toujours pas concernée pour le transfert du bébé, ce qui a été le cas pour du coup mon 3e accouchement. Bah écoute, on va bientôt entendre toute l'épopée. Je voudrais juste revenir sur la séance au sujet de l'allaitement. T'as dit qu'il y avait eu une petite frustration parce que finalement les personnes n'avaient pas été bavardes, que t'avais quand même eu des informations. Est-ce que t'as pu malgré tout parler de cette frustration à ta sage-femme et qu'elle complète éventuellement si t'avais des questions supplémentaires lors d'une consultation? Oui, d'ailleurs j'ai même pas eu besoin de lui en parler, c'est elle-même qui m'en a parlé. Je sais plus si c'est tout de suite après la séance ou si c'est à la consultation suivante, parce qu'elle-même, elle était aussi frustrée par ce manque d'échange. Donc du coup, on en a discuté et c'est surtout elle, du coup, qui m'a orientée vers l'association, qui m'a après accompagnée pour mon allaitement pour mon premier et dans lequel je me suis investie par la suite. Donc oui, elle a pu répondre à mes questions sans problème. Ouais, c'est super. T'es pas resté en fait dans un flou, dans une frustration à long terme, quoi. Non, voilà, c'était sur le moment. Est-ce que en dehors de tes sages-femmes de la maison de naissance, t'as eu d'autres suivis avec d'autres professionnels, que ce soit de la périnatalité ou du soin, pour prendre soin de toi, de ton corps, comme de l'ostéopathie, de l'acupuncture, du yoga, du chant, peu importe, ou vraiment voilà des choses qui ont pu t'apporter soit des informations, soit des outils pour la grossesse ou le jour de l'accouchement? Alors, j'ai eu un suivi ostéo pour mes 3 grossesses, pour soulager des maux de grossesse tout simplement, et pour préparer ce qu'on appelle un peu le corps à la naissance, enfin voilà. J'avais un ostéopathe qui était très axé sur cet accompagnement-là. Et on avait fait de l'aptonomie pour notre premier, mais avec du coup une des sages-femmes du binôme pour notre première grossesse. On a voulu refaire ça pour notre 2e, mais elle avait arrêté de le proposer. Donc on l'a fait nous-mêmes. Et par contre, on en a ressenti le besoin de le faire pour notre 3e. Donc on est allé voir une
une personne qui est formée à l'aptonomie et à plein d'autres choses, notamment au massage Rebozo avec les tissus. Donc voilà, on a fait ce suivi-là. Et j'ai eu aussi proposé par une sage-femme de la maison de naissance de l'acupuncture en fin de grossesse, puisque mon deuxième n'était toujours pas tête en bas 2 ou 3 semaines du terme. Enfin, à 38 semaines, je crois qu'il s'est retourné. Ah oui. Je crois que c'est la date limite. Oui, c'est ça. Enfin voilà. Donc elle m'a fait une séance d'acupuncture et quelques jours après, ma sage-femme n'était pas sûre de le sentir réellement parce que c'était un petit coquin. Et elle m'a fait faire une échographie en urgence à la maternité partenaire pour juste vérifier que la tête était en bas. Et du coup, c'était bon. C'était bon. Parfait. Donc soulagée. Oui, bah, j'imagine, ouais, parce qu'on sait que c'est aussi un critère rédhibitoire en maison de naissance. Si à 38, justement, il est toujours tête en haut, c'est réorientation Voilà. et pas de possibilité de revenir en maison de naissance. Enfin, en tout cas, dans la plupart des maisons de naissance actuellement, c'est le cas. C'est ça. Bah, écoute, c'était un suivi bien complet. Et en plus, ça a été un long cheminement. Aujourd'hui, on va s'axer particulièrement sur le récit de ton 3e accouchement. Et donc, après tes 3 grossesses, après tes 3 suivis, est-ce que tu pensais avoir tous les outils et toutes les connaissances nécessaires pour aborder ce 3e accouchement? Alors, je pense que oui, puisque j'ai vécu ma 3e grossesse comme la dernière, et ça sera certainement la dernière. Donc, j'ai vraiment profité à fond de ces 9 mois pour approfondir encore plus l'accouchement physiologique, que j'avais déjà quand même bien travaillé pour mon 2e, beaucoup plus que pour mon 1er, où j'étais plus, je me laissais un peu plus porter aussi. Donc je me sentais prête, j'avais fait énormément d'ateliers proposés par la maison de naissance, par des intervenants extérieurs qu'on proposait en atelier. Je voulais vraiment tout faire, en profiter au maximum. Et ça répondait aussi à une frustration liée à ma 2e grossesse, où là c'était en plein Covid, donc où en fait il n'y avait pas grand-chose, on ne pouvait pas faire grand-chose. Oui, forcément. Donc pour cette 3e grossesse, j'étais en mode ça va aller. Bah, c'est idéal. Ouais, tout était parfait pour moi et je m'attendais à revivre un peu mon 2e accouchement qui s'était passé à merveille. Et en plus, je m'étais dit un 3e, ça ira encore plus vite. Bah, c'est ce que la légende urbaine raconte, mais on sait que chaque accouchement est unique. Donc on va bientôt savoir le dénouement de l'histoire. Mais avant d'aller un peu plus loin et que tu nous racontes le jour J, j'ai encore 2 petites questions à te poser parce qu'on sait que la thématique ce mois-ci, ça parle entre autres du lien entre la maternité partenaire et les maisons de naissance. Et on sait qu'il y a des rendez-vous qui sont obligatoires à réaliser à la maternité partenaire, en particulier le rendez-vous anesthésiste. Et parfois, il y a aussi un rendez-vous d'inscription selon les maisons de naissance et les maternités. Est-ce que tu as eu ces rendez-vous? Et si oui, comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, j'ai eu le rendez-vous anesthésiste puisque c'est le seul qui est obligatoire à femme. À ce jour, on n'a pas le rendez-vous à l'inscription ou avec une sage-femme ou une gynécologue, sauf si il y a une question médicale en fait qui peut poser la question de l'accouchement ou pas à la maison de naissance. C'était pas mon cas, donc j'ai juste rencontré l'anesthésiste. Pour ma 1re grossesse, l'anesthésiste m'a expliqué enfin voilà, elle a très bien fait son métier. Elle m'a expliqué voilà la péridurale, etc. M'a dit que voilà, elle me souhaitait bon courage, enfin ou bonne chance dans mon projet et que si jamais j'avais besoin, l'équipe serait là. Enfin voilà, il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai eu la péridurale pour mon 1er puisqu'après 33 heures de travail, je n'en pouvais plus. Oui, ça peut s'entendre. Voilà. Sauf qu'elle avait été très mal dosée, beaucoup trop dosée. Donc pour mon 2e, quand j'ai rencontré l'anesthésiste, je ne lui ai parlé que de ça. Et c'était une femme, et elle a très bien entendu, donc elle m'a pas vraiment donné d'autres informations, enfin je m'en souviens plus, mais elle a vraiment pris le temps de m'écouter sur cette péri que j'avais trouvée trop dosée. Elle l'avait écrit dans mon dossier. Oui, c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'elle en a pris note pour ses collègues? Voilà, j'avais trouvé ça super intéressant. C'était beaucoup dans l'échange. C'est chouette. Donc très chouette. Je le redoutais ce moment et en fait c'était un moment de partage plutôt intéressant. Et pour mon 3e, je redoutais énormément ce rendez-vous puisque je savais l'anesthésiste avec qui je serais. J'avais rendez-vous et je savais que le feeling ne passerait pas. Et un petit miracle s'est produit.
Il était très, très en retard et une collègue est venue, prendre des patientes à lui, dont moi et ça a été pareil, un rendez-vous, très court, mais suffisamment informatif et avec une anesthésiste qui m'a dit qu'elle souhaitait ne pas me voir, au moment de mon accouchement et qu'elle me souhaitait, voilà, une belle naissance à la maison de naissance. Bon, mais tant mieux. Donc tu vas nous dire qu'à FAM, il n'y avait pas forcément le rendez-vous d'inscription qui est obligatoire. En tout cas, tu t'es rendu à tes 3 rendez-vous d'anesthésiste comme c'est demandé. Et quelle image tu te faisais de la maternité partenaire? Alors, on a bien compris au début de l'interview que tu y travaillais, mais pas particulièrement... Enfin, tu n'es pas sage-femme de métier, donc tu as quand même une image un peu extérieure de la chose. Quelle image donc tu te faisais de l'hôpital partenaire au moment, ou en tout cas suite à tes rendez-vous? Alors, en effet, voilà, comme je travaillais avec une partie, de cette équipe, en tant qu'assistante sociale, je travaillais sur un versant, de la grossesse et précarité. Donc, j'en connaissais certaines. Je savais qu'il y avait beaucoup de bienveillance, que les liens avec la maison de naissance étaient de plus en plus, sereins et professionnels et donc j'étais plutôt, rassurée en cas de transfert. Par contre, le concept, de la maternité, ne me convenait quand même pas. L'idée d'avoir, voilà, des soignants qui rentrent dans la chambre, pas pour faire leur métier, hein, mais ça restait quelque chose que j'avais pas envie de vivre. J'entends. Quoi qu'il en soit, bon, la première fois, il y a tes 2 sages-femmes qui sont en arrêt maladie. C'est terrible, mais du coup, tu finiras par accoucher à cet hôpital-là. La seconde fois, tu nous as dit que tout s'était déroulé à merveille. Aujourd'hui, tu vas nous raconter la naissance de Taoni. Donc, je t'invite à commencer. Alors le jour J on a eu 2 en fait, puisque pour Taoni, sa naissance était prévue pour le 2 juillet, mais je savais que j'accoucherais le week-end du 26. Enfin, je savais que j'accoucherais le dimanche 26 puisque mes 2 premiers enfants sont tous nés à 40 semaines d'aménorrhée plus 1 jour et qu'une de mes sages-femmes m'a dit: «Une femme accouche toujours au même terme», enfin pas toutes, mais en tout cas voilà que c'était quand même assez fréquent. Donc je lui avais dit: «J'accoucherai ce week-end-là». Pour la petite anecdote, ce week-end-là, c'était le mariage de ma cousine. Nous avions donc dû décliner l'invitation et mes parents aussi, puisque du coup, ils étaient de garde d'enfants en cas d'accouchement. Donc je pense que mon cerveau s'était mis aussi en travail, par rapport à cette date, puisque le samedi matin, le 25 juin, je suis réveillée très tôt. Je sens qu'il y a des choses qui se passent, que ça travaille, donc je descends, au salon, je me mets sur mon ballon et je me dis: «Ça y est, c'est le jour» et dans ma tête, je me dis: «Bah, comme ça, j'empêche pas mes parents d'aller au mariage pour rien». C'est ce que je me dis et il est quand même très tôt, je saurais pas dire, je pense qu'il est moins de 6 heures et là, je vais aux toilettes et ça a beau être ma 3e grossesse, je me mets à paniquer puisque en m'essuyant, j'ai du sang et j'avais jamais eu ça sur, mes 2 autres accouchements et donc là, panique à bord. Moi qui ne voulais pas réveiller ma sage-femme, à cette heure-là, je me dis: «Là, de toute façon, j'ai pas le choix». Oui. Je l'appelle, je me confonds en excuses. Je lui dis que j'ai perdu du sang. Alors elle me pose 2-3 petites questions et elle me dit qu'en gros, c'est normal, que ça travaille, que c'est le col qui travaille, et cetera. Et elle me dit: «Écoute, je vais retourner dormir un petit peu et puis tu m'appelles», je sais plus si on s'était fixé une heure, mais en tout cas, on s'était dit voilà, soit quand j'en ai besoin, mais sinon, on refait un point vers, je crois qu'on avait quand même fixé 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Oui, donc en fait, si je comprends bien, ça restait quand même une quantité minime de sang, sinon elle t'aurait sans doute demandé de venir. C'est ça, mais moi j'ai vu, du sang, Oui, c'était non mais après ça se comprend en effet. j'avais peur de Oui, oui, je sais pas, bah, on enfin peut avoir voilà, peur je de me suis tout, dit, évidemment. voilà. Vu que je l'avais jamais vécu pour les Mmh. 2 autres, je me suis dit: «C'est bizarre» Mmh. et donc voilà, mes enfants se lèvent, mon mari, mes parents et cetera. On est tous ensemble, on prend le petit déj. Je commence quand même à vocaliser avec mes petits qui sont quand même petits, hein, puisqu'ils ont 3 ans et demi et 22 mois, qui me regardent un peu faire ces vocalises au milieu du salon. Mais voilà, on les rassure, on leur explique que c'est parce que leur petit frère va arriver. Et mon mari me propose d'aller prendre une douche, donc j'accepte et vient avec moi. Je trouve que voilà, ça commence à monter en intensité, donc on appelle la sage-femme pour lui dire écoute, voilà, enfin on fait un point. Et pareil, elle me dit: «Allez, on attend encore un peu, on refait un point dès que tu en ressens le besoin, mais en tout cas, voilà, on va bientôt se voir».
là, mon mari me propose de me faire un massage. Donc, on va s'installer dans la chambre. Mes parents gèrent les petits. Donc, on est vraiment dans notre bulle. On s'installe. Il me masse le dos, le bas du dos. Ça me fait beaucoup de bien. Les jambes, parce que c'est quand même l'été, il fait chaud. Donc, j'ai les jambes assez lourdes. Et à un moment donné, je lui dis là, ça commence à vraiment s'intensifier. Appelle la sage-femme et je crois qu'on va... Enfin, voilà, on va pour lui dire qu'on y va. Donc, c'est lui qui l'appelle et on convient d'arriver en gros pour midi à la maison de naissance. Donc, on se met en route, on dit au revoir aux garçons, on leur dit à bientôt et avec un petit frère, enfin voilà. Et on arrive à la maison de naissance, c'est magique. Enfin, on est accueillis par notre sage-femme avec sa jolie robe, tout sourire, qui a tout préparé, la chambre. Elle est magnifique dans la pénombre avec les petites lumières, la piscine qui est en place et qui est prête à être remplie. Enfin, vraiment, c'est un moment, enfin pour moi, qui fait partie de l'accouchement pleinement. Et on s'installe, etc. Elle propose à mon mari d'aller nous chercher à manger. Il part pas très longtemps du coup. Mais là, moi, je commence à me dire, c'est bizarre, c'est moins fort qu'avant. Mais comme je suis persuadée que voilà, ça va quand même se faire, j'essaie de rentrer de plus en plus dans ma bulle. La sage-femme nous propose, pendant que la piscine se remplit, puisqu'elle savait que c'était mon projet de retourner faire une partie du travail dans l'eau, voire y accoucher si j'en ressentais l'envie. Elle propose justement de faire un peu d'autonomie pour me soulager. Donc même si elle nous avait pas fait les séances pour cette 3e grossesse, elle était quand même là pour nous partager son savoir. Donc elle guide mon mari pour me soulager des contractions. Et puis voilà, on attend, on mange, on rigole. Et du coup, à un moment donné, dans l'après-midi, elle nous propose d'aller nous promener parce que je pense qu'elle voit qu'en fait, c'est pas le bon moment. En tout cas, je pense qu'elle voit dans mon comportement que c'est plus aussi intense qu'à la maison. On part faire cette petite balade autour de l'hôpital. Donc là, pour le coup, c'est pas très glamour parce que c'est vraiment un parking d'hôpital. Mais bon, voilà, on fait notre petit tour. Et quand on arrive à la maison de naissance, elle me propose de m'examiner, donc j'accepte, sachant que par contre, je lui avais dit que je ne voulais absolument pas savoir le moindre chiffre, puisque c'était quelque chose qui m'avait beaucoup bloqué sur mon premier accouchement en maternité. Donc là, c'était convenu, comme pour mon deuxième, je veux rien savoir. Mais par contre, en m'examinant, elle est revenue vers nous, elle nous a proposé soit de rester, mais en nous disant que c'était vraiment pas pour tout de suite, soit de rentrer chez nous et de revenir quand ce serait vraiment le moment. Je le sentais, enfin je savais que de toute façon les contractions avaient baissé en intensité, elles étaient de plus en plus espacées alors que c'est censé être l'inverse. Oui, tu en avais conscience. Donc j'en avais conscience, mais j'étais un peu dans une forme de déni parce que je me disais mais je ne peux pas rentrer chez moi sans bébé. Mon cadeau. Mes enfants vont pas comprendre, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, donc on a quand même choisi cette option de rentrer, mais je l'ai pas super bien vécu. Mais par rapport à moi, en fait, c'était vraiment en me disant mais mince, je suis pas capable d'accoucher, c'est quoi ce bazar? Enfin voilà, j'étais un peu très négative à ce moment-là. Mais j'ai écouté les conseils de ma sage-femme qui m'a dit passe une soirée 100% détente, plaisir, enfin voilà. Et donc je me suis dit bon de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée. J'ai profité de mes petits. J'ai regardé une émission de divertissement avec mes parents, on a parlé, enfin voilà, le travail s'était totalement arrêté pour le coup. Et voilà, je me suis dit bon c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain, j'espère. Et on est allé se coucher avec mon mari et très vite, à peine couché, il était minuit, je sens à nouveau les contractions. Et là par contre, ça a duré toute la nuit, mais j'ai tenu bon. Je suis restée au lit parce que je somnolais entre chaque contraction. Mais par contre, ça a bien travaillé pendant la nuit. Si bien qu'au petit matin, j'ai quand même fini par le réveiller en lui disant là, j'ai rien dormi de la nuit. Enfin voilà, je savais que j'avais mal dormi. Enfin en tout cas, qu'entre chaque contraction, je dormais un peu. Mais voilà, c'était pas... Oui, c'est pas la nuit pas idéale. vraiment une nuit, voilà. Je lui dis là ça reprend, etc. Donc il me propose de refaire la même chose que la veille, une douche, un massage et de voir avec la sage-femme.
C'était toujours la même puisque c'était son week-end d'astreinte. Et on refait ça. Ça repart en intensité. Et là, on se donne rendez-vous un peu plus tôt. On est arrivé 2 heures plus tôt à la maison de naissance. Mais par contre, j'avais en tête, j'y vais pour rien. Je pensais que je me fabriquais mes contractions, en fait. L'inverse de la veille. Ouais, je me disais, mais en fait, je suis sûre que ça se trouve, c'est pas des contractions. J'ai l'impression d'en avoir, mais c'est psychologique. Donc, j'arrive dans un mood pas comme celui de la veille où j'étais toute, voilà. J'osais même plus déballer mes affaires. Alors que la sage-femme nous a accueillis de la même manière en nous disant allez-y, installez-vous. Elle avait commencé à faire couler l'eau. Et là, je me dis non, mais c'est gaspillé, quoi. Enfin, je me disais bon, finalement, je me laisse quand même porter par ma sage-femme et par mon mari qui, voilà, on s'installe et redonne tous les papiers, etc. Je me dis ouais, voilà, on est en train de refaire la même chose qu'hier. On va rentrer dans les mêmes conditions. Le jour sans fin. Voilà. Et du coup, là, elle a compris, je pense, mon état d'esprit. Et donc, elle me dit, si tu veux, je t'examine tout de suite. Alors, je lui dis, bah oui, comme ça, on perd pas trop son temps. Elle m'examine. Et là, elle me dit, je te laisse pas repartir. Ah. Alors là, ça m'a vraiment libérée. Oui, finalement, ça a enlevé cette pensée de te dire c'est que ça. c'était toi dans ta tête qui Ouais. fabriquait ça, en fait. Je me suis dit, là, je suis vraiment en train de mettre au monde mon enfant. Chouette. Donc, du coup, j'ai chassé toutes les mauvaises ondes et je suis rentrée dans ma bulle à nouveau. C'était vraiment très intense. Par contre, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que je n'arrêtais pas de comparer avec mon deuxième accouchement. J'essayais d'avoir des repères sur ce que j'avais vécu pour Elio en me disant j'en suis là. Et je me souviens du coup que ma sage-femme et mon mari d'ailleurs, les deux me disaient n'y pense pas, ne compare pas, vis l'instant présent. Et ça voilà, ça a été dur quand même pour moi d'arriver à lâcher prise à ce niveau-là. J'étais beaucoup dans la comparaison avec ce deuxième accouchement parce que en fait, je voulais qu'il soit pareil, hein, enfin en tout cas aussi beau, aussi intense, aussi rapide, enfin voilà donc j'ai été très vite dans la baignoire pour me soulager. Dans la piscine, en fait, c'est une piscine gonflable. Et chaque contraction, je demandais à mon mari, qui était lui hors de la piscine, d'appuyer sur le bas du dos. Et c'était vraiment, fallait pas qu'il se loupe, quoi. Parce que c'était la seule chose dont j'avais besoin et qui me soulageait à ce moment-là. Et à un moment donné aussi, je me suis aidée, toujours dans la piscine. Les sages-femmes ont réaménagé un peu l'espace pour que je puisse me suspendre un drap pour aussi voilà, passer les contractions qui devenaient de plus en plus intenses et assez rapprochées. J'avais l'impression d'avoir très peu de temps de pause entre chaque contraction et en même temps que ça durait très longtemps. Enfin, je me disais, mais là, si c'est aussi rapide et aussi rapproché, enfin aussi long, les contractions et aussi rapprochées, il devrait naître là. Et puis dans une chambre de maison de naissance, en fait, on n'a pas trop conscience du temps. Les volets sont fermés, il n'y a pas d'horloge, donc je savais pas si on était arrivé à 10h du matin, mais je savais pas s'il était midi ou minuit. Donc des fois, j'avais un peu des pertes de repères jusqu'à ce que ma sage-femme me fasse le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Je me souviens que alors c'était pas la phase de désespérance, mais j'étais quand même assez désespérée. Et en fait, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit que la sage-femme 2 qui allait arriver, ce serait son binôme, mon autre sage-femme. Et ça, c'était mon rêve, d'avoir mes 2 sages-femmes pour cette naissance. Et c'est un arrangement qu'elles ont fait entre elles. Voilà, c'était pas du tout elle, la sage-femme 2 d'astreinte. Mais du coup, elles avaient convenu ça. Et je me suis dit, ça aurait pas été possible le samedi. Et là, quand du coup, elle m'a dit, du coup, voilà, c'est ton autre sage-femme qui arrive. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, il va vraiment naître aujourd'hui, que tout était réuni pour que ce soit ce binôme-là qui soit là pour la naissance. Elle savait que c'était ton rêve ? Bah oui, en fait, déjà, pour mon deuxième, en fait, c'était déjà un peu ce que j'avais voulu. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Mais en fait, du fait que mon premier accouchement, bah, j'ai eu aucune de mes 2 sages-femmes. Pour mon deuxième, la sage-femme qui a continué à me suivre, bah, je pense qu'elle avait très envie d'être présente sur l'accouchement d'Elio.
Et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est une petite anecdote. Elle avait fait une croix sur le calendrier d'astreinte en mettant sur la date du jour où il est né au final. Et en fait, elle m'avait dit, moi je rentre de vacances là, même si c'est l'autre sage-femme d'astreinte, appelle-moi, c'est moi ta sage-femme quand même, parce qu'en fait voilà, c'était un besoin, je pense, pour elle comme pour moi, de ce rendez-vous raté, rendez-vous loupé pour Jaël. Du coup, voilà, il y avait cette histoire-là. Mais du coup, il y avait eu aussi beaucoup de frustration et de déception de ne pas avoir eu notre deuxième sage-femme, même si j'avais tout essayé, hein, puisqu'à un moment donné, elles étaient toutes les deux d'astreinte, une en sage-femme, l'autre en sage-femme 2, mais c'est le lendemain que j'ai accouché. Et donc du coup, moi j'étais très contente d'avoir notre deuxième sage-femme pour la naissance de Taoni. Je savais que ce serait elle, du coup, puisqu'elle était sur une période assez longue d'astreinte. Mais alors là, quand elle m'a dit ta deuxième sage-femme arrive, ça vraiment, ça a débloqué encore un truc en moi. Ça a fait encore tomber des choses. Quand je l'ai entendue arriver, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment, on est bientôt là. Enfin, voilà, je sais que quand elle arrive, c'est que c'est bientôt la rencontre avec mon bébé. Donc, je suis restée un petit peu dans l'eau encore à ce moment-là. Et comme pour mon deuxième, j'ai voulu sortir à un moment donné. C'est au moment à peu près ce qui correspond au moment de la poussée. Où là, en fait, j'ai demandé à sortir et j'ai juste voulu à nouveau que mon mari appuie sur mon bas du dos. Ça a été vraiment son rôle. D'ailleurs, il a eu des courbatures pendant des jours après. Je pense que ça a été l'accouchement pour lui le plus physique parce que vraiment, il a été sollicité non-stop de 10h à 16h de l'après-midi. Donc voilà, donc j'avais mon mari dans le dos qui appuyait de toutes ses forces. Et en fait, je me suis installée de façon à avoir une sage-femme à mes pieds et une sage-femme à côté de moi. Et là aussi, c'est ce que je leur ai dit, c'est parce que c'était elle que j'ai pu aussi me lâcher totalement dans cette dernière étape de la naissance qui était très longue et très intense au niveau de la poussée. Si ça avait été une autre sage-femme que la sage-femme 2, que je connaissais moins, j'aurais pas été autant vraiment là, je me suis totalement laissée aller. J'avais besoin d'elles, les deux. Je me souviens qu'il y en avait une qui me mettait un gant froid sur le front et l'autre un gant chaud au niveau du périnée. Mais du coup, il fallait qu'elle fasse des allers-retours dans la salle de bain pour à chaque fois mouiller le gant. Dès qu'elle partait, c'était là où la contraction arrivait. Et je hurlais leur prénom. Ou alors, dès qu'elles partaient, j'avais pas forcément une contraction, mais je me mettais à paniquer et à les appeler, en fait. Donc, je pense que je les ai fait courir vraiment parce qu'en fait, elles avaient même plus le temps d'aller mouiller le gant tellement j'étais à les solliciter tout le temps. Et je me souviens qu'à un moment donné, la sage-femme 1 me dit « Tu veux pas changer de position ?» Et là, je la regarde, je lui dis « Mais non, je peux pas. Je peux pas. » Elle me dit « Ok, d'accord. » Si ça te va, d'accord. J'étais en position sur le côté et en fait, j'avais fait vraiment tout comme pour mon deuxième, en fait. C'était déjà la position que j'avais prise pour mon deuxième et surtout, je me disais: «Mais en fait, je ne peux pas bouger» et dans mon cerveau, de femme en pleine désespérance, d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais mince, si jamais je dois être transférée, comment elles vont faire? Parce que je ne peux pas bouger». Je disais, dans ma tête, je pouvais même pas bouger vraiment mon corps. Voilà, j'étais. Et là, je commence à trouver le temps long, mais mes sages-femmes me rassurent toujours. En plus, je l'ai pas dit, mais c'est hyper important. Ma sage-femme 1 me faisait beaucoup de monitoring dans l'eau. Enfin voilà, toujours un monitoring portatif, quoi. Oui, voilà, les petits Dopplers Alors qui non, peuvent c'était pas un Doppler. C'était bien un monitoring qui enregistrait l'activité du bébé. D'accord. C'était pas juste le Doppler qui écoute le rythme. Non. Et ça, c'est important pour la suite parce que justement pour mon deuxième, ma sage-femme n'arrivait pas à faire avec le monito. Elle n'arrivait pas à capter le bébé. Donc, elle le faisait au Doppler. Mais il y avait du coup, il y avait aucun tracé. Oui. Et là, heureusement, par rapport à la suite, elle a pu avoir plusieurs tracés de toute la durée de l'accouchement. Donc, c'était quand même hyper important. Ça ne me gênait pas. La seule chose que je me disais, c'était mais est-ce que je vais réussir à accoucher ?
Et je me rappelais que je m'étais déjà posé la question avant, enfin pour mes 2 précédents, donc je me disais oui, 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 oui. Mais j'avais besoin de temps en temps d'être ramenée sur terre parce qu'en fait, mon cerveau partait des fois très loin dans des délires. Enfin voilà, moi c'est vraiment ça dans mes naissances. D'ailleurs, si je peux parler de mon deuxième accouchement, pour juste au moment de la désespérance, j'ai cru que mes sages-femmes voulaient me tuer. Ah oui. Alors qu'en fait, elles allaient juste chercher des injections d'ocytocine si jamais il y en avait besoin au moment de la naissance. Mais en fait, moi, j'étais dans un moment tellement, enfin voilà, j'étais très loin que j'ai cru que j'étais en train de mourir et que du coup, elles allaient chercher des piqûres à me faire pour en gros m'achever. D'euthanasie, Et quoi. quand voilà, de l'euthanasie. Alors Non que mais franchement, ma sage-femme, c'est la personne la plus douce que je connaisse. Me dire que Et quand je l'ai vu poser ce boîtier, en fait, c'était un boîtier où dedans il y avait donc les petites fioles là, enfin oui, oui. j'ai regardé ça, mais comme si c'était en effet, du poison C'est mortel qu'elle allait incroyable. m'injecter et Je crois que c'est la première fois que j'entends ah oui, celle-là. non, mais je C'est sais. incroyable. Et j'ai attrapé cette boîte, je l'ai regardée, enfin, et à ce moment-là, la sage-femme 2 qui était très discrète, que je connaissais, voilà, parce que j'étais, déjà bien installée, on va dire, en tant que membre, actif de l'association. Mais voilà, en tout cas, elle était quand même très discrète. Elle a dit quelque chose, je ne saurais même plus trop ce que c'était, mais en gros, c'était: «Ton bébé arrive» et ça m'a ramenée sur terre, dans Dans la la réalité. réalité. Oui. Et là, je me suis dit: non mais en fait, c'est bon, je vais pas mourir, elles vont pas me tuer», enfin voilà, tout ça. Et là, pour Taoni, j'ai pas eu ce délire-là, mais quand même, je partais loin dans mes angoisses, on va dire, puisque je étais là, voilà, donc non, mais en fait, la tête du bébé reste coincée. Comment je vais faire? Si elle reste coincée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils peuvent plus pas me faire de césarienne si la tête est coincée. Donc j'étais dans ces Mmh. questionnements-là et pareil, en fait, à chaque fois, c'était une parole d'une de mes sages-femmes qui me ramenait, bah, voilà, à la raison. Et à la fin, parce que la poussée a vraiment été très intense, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui fait ce bébé? Pourquoi il ne vient pas?» Et pareil, quand ma sage-femme, me disait: «Il arrive» et tout, je me disais: «Mais elle le voit», enfin, mais oui, elle me disait qu'elle le voyait, mais je me disais: «Mais c'est pas possible, si elle le voit, pourquoi là, alors que je pousse, il n'arrive pas?» Et à un moment donné, sans bruit, sans mot, en fait, j'ai juste vu qu'elle a fait changer de place, mon conjoint, puisqu'on avait convenu que ce serait lui qui attraperait, Taoni. Mmh. Et là, j'ai compris. En fait, elle a rien Mmh. dit, mais juste quand elle l'a fait changer, j'ai dit: «Ça y est, il est là». J'avais ressenti en plus le cercle de feu, donc là, pour le coup, c'était quelque chose de concret. Je savais que là, voilà. Mais du coup, pareil, ça m'a rassurée. Mmh. J'ai dit: «Là, c'est bon». Et à ce moment-là, toutes mes craintes sont parties puisque j'avais accouché. Mmh. Voilà, moi, j'avais fait le job. Le bébé était enfin là, voilà. Et en fait, il y a eu le silence dans la chambre et là, je fais: «Mais il pleure pas, c'est pas normal». Et là, elles me disent: «Mais il va bien, tout va bien. Les bébés sont pas obligés de pleurer». Ouais, ouais. Et en fait, donc c'était mon mari qui l'avait puisqu'il l'avait réceptionné. Mais bon, je lui laisse pas trop longtemps. En général, moi, il faut que vite me les donner, mes bébés. Donc j'ai dû, voilà, lui demander à le voir, à le prendre et cetera. Et il était sur moi et je me dis: «Voilà, mais il pleure pas» et en fait, je n'avais qu'une envie, c'était en fait qu'il pleure. Je me dis: «Mais c'est quand même bizarre» et cetera. Donc là, les sages-femmes étaient, bah, du coup, assez concentrées sur lui pour vérifier quand même que tout allait bien. C'est encore un peu flou pour moi parce que c'est allé assez vite finalement. Mais je sais que du coup, on avait demandé un clampage tardif. Ça a été quand même respecté. Je saurais pas trop dire combien de temps ça a duré. Mmh. Si c'était plus ou moins de 3 minutes, je sais pas. Je dirais peut-être quand même moins de 3 minutes, mais en tout cas, elles ont respecté le maximum de ce qui était possible de faire. Et j'avais demandé à ce que ce soit moi pour cette dernière grossesse qui coupe le cordon. Donc pareil, elles m'ont tout de suite proposé de le faire. J'ai dit d'accord. Donc je l'ai fait. Et là, elles m'ont demandé, voilà, si elles pouvaient l'examiner, enfin voilà, voir si tout allait bien.
Et donc, c'est la sage-femme 1 qui s'en est occupée principalement. Mon mari était resté vers moi, mais en fait, elle était à 1,5 m de nous, hein, donc elle était vraiment juste à côté. Et je sais pas, en fait, je sais qu'il a peut-être fait un petit cri. Enfin, là, franchement, j'en ai aucun souvenir. Je sais pas s'il a vraiment fait quelque chose. Mais elles me l'ont très vite ramené. Je sais qu'elles ont fait des petits actes médicaux, on va dire. Enfin, voilà, des premiers gestes à faire sur un bébé, voilà, qui est pas hyper, tonique à la naissance. Oui, des fois, il y en a qui disent des frictions ou ce genre de Oui, choses voilà, il y pour a eu les ça. stimuler un peu. Voilà, il y a eu ça. Et puis, je crois qu'il y a, je sais plus si elle l'a aspiré, ça doit pas être aspiré, mais en tout cas, enfin voilà, elle a fait des choses. Et elle me l'a redonné donc quand même assez vite, en me disant que oui, il ne pleure pas, mais tout va bien. Les constantes étaient bonnes, ça allait. Du coup, moi, c'est bon, ça allait, il y avait aucun souci. Elles nous ont laissé un petit peu. Ça a été quand même assez rapide, puisque ma sage-femme 1 était quand même encore avec le bébé, que là, je dis, par contre, il y a le placenta qui arrive. Elle me dit, c'est pas possible, c'est trop tôt. Et là, je lui dis, si. À ce moment-là, la deuxième sage-femme arrive, elle lui dit, si, c'est ça, c'est voilà. Donc j'ai eu une délivrance quand même très rapide, bien douloureuse quand même, mais très rapide. Hein. Enfin, les contractions étaient hyper intenses. Donc voilà, en parallèle, en fait, voilà, il y a la sage-femme 1 qui s'occupait de Taoni et la sage-femme 2 qui s'occupait du coup de ma délivrance, mais qui s'est faite très rapidement et simplement. Donc j'ai récupéré Taoni et moi, forcément, en tant que maman qui intervient dans les associations d'allaitement, je n'avais qu'une obsession, c'était qu'il tète. Donc je lui dis, j'aimerais le mettre au sein. Elle me dit, oui, pas de souci, hop. Et là, il y a rien qui se passe. Alors, rien de rien. J'avais l'impression d'avoir, un bébé endormi sur moi. Qui ne tétait pas, qui cherchait même pas à téter, ou à peine, quoi, voilà. J'avais beau lui faire des petites caresses, lui parler, l'appeler par son prénom et tout, bon. Mais avec mon mari, à un moment donné, on se retrouve tous les deux, parce que les sages-femmes étaient parties à côté, dans la cuisine, etc. Et on se dit, il dort, quoi, il est fatigué. Il a eu un accouchement quand même assez intense. Par contre, j'étais quand même super contente. J'avais mon accouchement dans la chambre rose, ce qu'on appelle la chambre bulle. J'étais ravie. Mon bébé était là. Et je vois mes deux sages-femmes arriver, s'asseoir avec nous sur le lit. Je me dis, tiens, c'est bizarre, elles font pas ça d'habitude. Je les vois regarder le bébé comme ça. Et là, donc ma sage-femme 1, elle me dit, écoute, je crois que ce serait bien qu'ils voient un pédiatre. Parce qu'elle dit, je trouve un peu... Elle me dit, tout est bon, hein, les constantes sont bonnes, tout était OK. Elle dit, mais je le trouve un peu palichon et un peu mou. Elle dit, tu vois, il est un petit peu mou, donc elle dit, ce serait bien qu'il soit vu par un pédiatre. Moi, sur le coup, je me dis, OK, ça me saoule, hein, clairement, ça me saoule. Mais je me dis, bon... D'accord. Et en fait, là, je sais pas, c'est de la déformation professionnelle, même si c'est pas professionnel, mais je me dis, de toute façon, je veux pas que on puisse dire quoi que ce soit à la maison de naissance par rapport à ça. Donc, faut voir un pédiatre. Moi, en fait, je pense plus à la réputation de la maison de naissance et des sages-femmes, parce que je suis pas du tout inquiète, en fait, pour mon bébé. Je dis, d'accord, pas de souci, on y va. J'y vais pas de gaieté de cœur, mais on y va. Alors là, elle me dit par contre, on a le temps. C'est pas un transfert en 3 secondes, etc. Donc, elles ont réuni nos affaires. On a un peu réuni nos affaires, etc. Elles m'ont pris sur un fauteuil avec Taoni sur moi. Donc, pour le coup, il n'y a pas eu de séparation à ce moment-là. Et il y avait ton conjoint aussi et avec mon vous conjoint qui était avec nous, qui nous suivait. Là, les sages-femmes, d'ailleurs, nous ont dit vous inquiétez pas, on vous monte les affaires après. Là, on va tous monter tous ensemble, mais on redescend après pour ramener vos affaires. Donc, voilà, on avait à penser à rien. Donc, on arrive. Et là, on est tout de suite accueillis donc par la pédiatre et une auxiliaire de puériculture qui, dans mes bras, en fait, font les premiers examens à Taoni. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Que ça se fasse avec... qu'ils soient encore oui, sur qu'on moi. ne te le prenne pas dès ton arrivée, quoi. Voilà. Je sais qu'elles lui ont fait une petite prise de sang au pied, mais sur moi. Et puis,
voilà, elles l'ont un peu regardé, observé comme ça sur moi. Après, bien sûr, il a fallu quand même l'examiner sur une table, enfin dans un petit berceau là, chauffant, je crois d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, le maximum, ils me l'ont laissé. Pendant ce temps, je sais que j'avais donc une sage-femme, la sage-femme 1 qui faisait les transmissions à l'équipe sage-femme et ma deuxième sage-femme qui m'a accompagnée pour m'installer dans une chambre, qui n'était pas une chambre, mais c'est les chambres de pré-travail en fait. D'accord. Voilà, c'était juste parce que à la base, le plan, c'était juste qu'ils voient un pédiatre Oui, t'étais pas censée séjourner. pour s'assurer que tout allait bien, voilà. Donc on m'installe là. C'est là que j'ai commencé à mal vivre les choses parce que donc ma sage-femme me fait m'installer, etc. Sauf que donc je venais d'accoucher ça faisait moins d'une heure. Et du coup, voilà, j'étais assise. Et là, au moment de me lever, en fait, je perds du sang. Je vais pas dire beaucoup de sang. Je perds du sang, ce qui, en soi, je pense, est totalement normal. 1 heure après son accouchement, oui. Et donc, je m'installe, elle me met dans le lit, etc. Et donc là, elle part pour rejoindre sa collègue. Et arrive la sage-femme de la salle des naissances qui voit le sang au sol. Franchement, c'était pas une mare, hein, c'était juste voilà, une petite flaque. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, un petit peu de sang. Et du coup, elle se précipite sur moi et mon utérus et appuie dessus, mais j'ai franchement des douleurs pires que l'accouchement. Et donc là, moi, en fait, j'étais plus du tout en mode accouchement, donc je ne pouvais plus supporter la moindre douleur. Donc je n'ai fait que lui hurler dessus. Et en guise de réponse, j'ai eu droit, en gros, il faut que j'accepte cet examen parce que sinon, ce sera une anesthésie avec révision utérine et tout le tout-team au bloc, quoi. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'elle avait eu la transmission juste avant de la sage-femme qui avait certainement dû lui dire que la délivrance s'était très bien passée. Enfin, il n'y avait pas eu... Le placenta était pour le coup vraiment entier. Elle nous l'avait même montré. Elles avaient pris le temps de nous le montrer, etc. Donc voilà, je comprends pas. Et franchement, c'était insupportable de supporter ça, cette douleur. Et elle est partie. Elle m'a dit qu'elle revenait. Elle est revenue, mais très très longtemps plus tard. Mais entre-temps, donc j'ai eu ma sage-femme qui est venue me voir et je lui ai dit, mais là, c'est pas possible, etc. Donc elle m'a proposé, elle, de m'examiner, ce que j'ai accepté. Et elle m'a dit, non, mais tout va bien, enfin, il y a rien, quoi. Enfin... Et par contre, j'ai pas eu une seule douleur quand elle m'a examinée. Donc voilà. Je pense qu'elle a dû transmettre quelque chose à l'équipe, puisqu'on ne m'a plus réembêtée avec ça par la suite. Et tu dis qu'elle est revenue un moment plus tard, la sage-femme de la maternité, et tu penses que cette transmission avait déjà été faite ? Je pense que quand elle est revenue, elle avait dû avoir l'info que, en fait, il n'y avait pas de souci. Il fallait une surveillance, en effet, puisque les 2 heures... Mais du coup, elle a été plus douce avec toi ? Elle a été plus douce, ouais. Ok. Et puis, je vais pas dire qu'elle s'est excusée, mais on va dire qu'elle a justifié son geste. D'accord. Elle m'a dit que si elle faisait ça, c'était vraiment pour évacuer tous les caillots, pour pas justement que je finisse au bloc. Donc bon, voilà. Voilà, on en est resté là. Je l'ai plus revu de toute façon par la suite. Ok. Mais ça a été assez violent pour moi parce que j'avais pas mon bébé. Je commençais à me poser des questions et voilà. Ah bah oui, c'est normal. Je pense que, en plus, de manière si précoce après ton accouchement, ça fait plusieurs facteurs qui mettent en posture de vulnérabilité et de stress, quoi. C'est ça. Et puis pour moi, le problème, c'était mon bébé, pas moi. J'avais même pas imaginé en fait que j'allais avoir une surveillance parce qu'en fait, moi, j'allais très bien. Ouais. Clairement, je pouvais me relever, voilà. Et c'est à ce moment-là que la pédiatre, par contre, est arrivée et où le programme a changé, on va dire, puisque elle vient me voir. Il n'y avait pas mon mari, puisque mon mari était avec Taoni, ce que je préférais aussi. Enfin, c'était vraiment une demande de ma part. Et elle me dit que les résultats de la prise de sang montrent qu'il y a eu une détresse fœtale modérée, mais qu'ils ne savent pas quand elle a eu lieu, mais qu'elle a certainement pas eu lieu pendant l'accouchement. Ça devait être avant, parce qu'en tout cas, grâce justement au monitoring. Ah oui. Oui, donc du coup, en fait, tes sages-femmes ont transmis aussi les tracés dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Et moi, à ce moment-là, c'était d'ailleurs ma seule préoccupation, qu'en gros, de me dire, ouf, franchement, heureusement que c'est arrivé sur cet accouchement-là, où il y avait un monitoring, hein, parce que sinon... parce que pour moi, mon bébé, il allait bien.
Et là, on me l'a ramenée à ce moment-là. Et la pédiatre, très gentille, me dit: «Bah, voilà, bah, du coup, comme il était aussi un peu elle me dit: «Il était en hypoglycémie». Elle me dit pas, à quel, niveau. Elle me dit, «Faudrait qu'il t'aide». Oui, oui. Et là, pareil, elle avait pris en compte mon projet, pas de naissance, mais du coup d'allaitement et cetera, transmis par les sages-femmes, puisque elle me dit, du coup, je vais lui donner, du lait, un lait qui est spécial pour les prématurés, qui est très, très, riche, en fait. Elle dit: «C'est juste là pour qu'en fait, ils reprennent un peu d'énergie». Mmh. Et comme elle était, totalement OK avec le fait de pas donner de biberon et cetera, enfin voilà, elle a vraiment, été respectueuse de ça. Du coup, on a essayé à la pipette. Mmh. Sauf qu'en fait, elle m'a fait moi essayer, mon mari a essayé, elle a essayé, personne n'arrivait à lui faire avaler du lait. Mais je la sentais toujours, plutôt, sereine, et donc elle me dit: «Bah, réessayez un peu plus tard», voilà. Donc on était là avec notre pipette de lait et arrive l'auxiliaire de puériculture qui, elle, vient et me dit: «Bah, attendez, je vais le faire, c'est normal, enfin voilà, vous avez pas l'habitude, c'est normal, nous, c'est notre quotidien». Et donc elle le fait et tout, puis là, elle me dit: «Non, mais en fait, il a aucun réflexe de succion». Je dis: «Ah bon?» Mais je lui dis: «Mais c'est grave ça, enfin». Elle me dit: «Bah oui, bah là, faut que j'aille voir le pédiatre, faut qu'on prenne une décision». Et sachant que la pédiatre, je venais de la voir, 10 minutes avant, donc Ah oui, c'est dans un temps très court. là, l'angoisse commence à à arriver. Oui, je comprends. Je sais que mes sages-femmes étaient toujours dans les locaux d'ailleurs, puisque je crois que c'est à ce moment-là, en tout cas, il y a eu un moment où elles ont ramené nos affaires, et là, je commence à lui dire, à ma sage-femme, je lui explique que je comprends plus trop ce qui se passe. Mmh. Et elle me dit: «Bah, attends, t'inquiète pas, on va se renseigner». Et l'auxiliaire de puériculture part avec notre bébé et mon mari, parce que du coup, je ne voulais pas que voilà, qu'on le lâche, d'une semelle, et je me retrouve toute seule pendant, alors je pense quand même, bien 3/4 d'heure, et heureusement que justement mes sages-femmes étaient là. D'ailleurs, elles m'ont ramené, elles ont fait l'empreinte avec, le placenta de Taoni, donc elles me l'ont montré. J'ai trouvé ça vraiment adorable qu'elles aient pensé à le faire, dans ce contexte. Mmh. Donc ça m'a Ouais, c'est énormément touchant. touchée, voilà. Et j'étais contente en fait d'avoir une présence, voilà, de personnes que je connaissais, à ce moment-là. Oui, bien sûr. Bah, c'est normal. Voilà, et elles se sont, retirées quand la pédiatre est venue me parler. Là encore, bah, j'étais toujours toute seule puisque, bah, mon mari était auprès de Taoni, et là, la pédiatre prend, ce que j'appelle le discours, aux familles, moi en tant que professionnelle, en fait, et elle commence à me parler, de choses que Taoni fait, qu'il devrait pas faire, et des choses qu'il ne fait pas, qu'il devrait faire, donc elle est un petit peu inquiète. Mais elle emploie des mots vraiment, en fait, elle enrobe beaucoup, Mmh. mais je sens que, voilà, je sens que c'est quand même, enfin pas qu'elle me cache des choses, mais en tout cas qu'elle essaye de De pas te brusquer? soit, voilà, soit pas, enfin voilà, je sais pas exactement ce qu'elle essaye de pas faire, mais en tout cas, moi ça a l'effet inverse. Et là je lui dis, alors par contre, vous me reconnaissez peut-être pas, mais je suis assistante sociale au CAMS. Donc le CAMS, c'est un centre d'action médico-sociale précoce, donc où on prend en charge des enfants qui sont handicapés et dont beaucoup sont handicapés, des handicaps ont été décelés à la naissance, suite à des AVC, suite à, voilà, plein de Mmh. choses, hein, donc. Et là, dans ce qu'elle me dit, dans le discours qu'elle me tient, je lui dis: «Mais dites-moi clairement, il a fait un AVC». Parce que clairement, elle me parle en gros de convulsions. Enfin, elle cite pas des convulsions, elle me dit: «Il fait des petits mouvements», enfin. Donc je lui dis: «Mais je travaille avec vos collègues, Oui. donc parlez-moi clairement, je connais, les termes». Je lui dis: «N'hésitez pas, dites-moi clairement ce que vous craignez, ce que vous savez et tout». Et là, en fait, elle me dit: «Mais je ne sais pas. Je peux pas vous dire qu'il a fait un AVC, je ne sais pas». Et là, c'est là où elle me dit: «C'est pour ça qu'on va le transférer en néonate». Donc là, bon, bah, moi, tout s'écroule, je me mets à pleurer, Mmh. sachant qu'il y a une néonate dans l'hôpital. Je me raccroche quand même au fait qu'il va aller dans la néonate de l'hôpital. Mais non, elle m'annonce qu'il va être transféré dans une néonate de la région. Donc là, je me dis: «D'accord, non mais ça va pas». Et en plus, elle me dit: «Mais par contre, vous serez certainement pas transféré parce qu'il y a pas de place». Donc là, vraiment, vraiment, mon monde s'écroule.
Je crois qu'elle part à ce moment-là pour se renseigner. Enfin voilà, elle me dit qu'en gros, elle sait encore pas grand-chose, qu'elle va juste appeler le SAMU pour le transfert, mais qu'elle va tout faire pour que je sois transférée quand même auprès du bébé, mais voilà, que les néonates sont saturés, etc. Encore une fois, merci mes sages-femmes d'avoir été là parce que c'était elles qui étaient présentes pour accueillir mes angoisses. Et je sais plus qui du coup me propose d'aller voir mon bébé parce que du coup je l'avais pas vu depuis quand même au moins 1 heure et demie là. Et ton conjoint était tout le Et temps mon avec lui? conjoint était toujours avec lui. Donc là, Ok. je réclame un peu. Je crois que j'ai dû réclamer à le voir ou enfin je sais plus, mais en tout cas, on me propose d'y aller en fauteuil roulant. Je pense que j'aurais pu y aller en marchant, mais bon, enfin, j'étais un peu plutôt psychologiquement pas très en forme, donc je vais quand même sur le fauteuil roulant. Et là, je passe le couloir. On se dirigeait donc vers une salle de naissance où il était en examen, et j'entends un bébé pleurer. Et je dis, mais c'est mon bébé qui pleure. Et au moment où on rentre dans la salle, il y a la pédiatre qui me regarde avec un sourire gigantesque jusqu'aux oreilles et qui me dit: «Ah là là, c'est voilà, il vient de se réveiller, c'est plus du tout le même bébé», enfin voilà. Puis je la vois vachement plus détendue et au même moment arrive le SAMU pour le transfert. Donc là, moi, j'étais en mode très sur la défensive. Et en même temps, je me disais: «Faut que je collabore, faut que je collabore». Enfin voilà, faut que je leur montre que je suis d'accord avec tout ce qu'ils me disent et en même temps, non, j'ai pas envie qu'il aille en néonate, j'ai pas envie qu'on soit séparés. Je pensais qu'à mon allaitement. D'ailleurs, j'en avais parlé à l'auxiliaire de puériculture qui m'avait juste répondu que, même en néonate, l'allaitement pouvait se mettre en place, ce à quoi j'avais répondu: «Oui, mais c'est quand même pas simple». Donc, là, le SAMU arrive et j'avais qu'une envie, c'était de montrer à quel point mon bébé était extraordinaire et du coup, mon mari aussi. Puisque du coup, mon mari, leur dit: «Mais regardez, il a envie de téter» et en effet, Taoni était en train de faire, vraiment les petits mouvements de bouche, qui cherchait, à téter. Donc on l'a mis au sein et là, ça a été le bébé parfait. En 3 allaitements, ça a été le premier bébé qui a pris le sein, comme je dis, comme dans les magazines, hein, vraiment, pas de douleur, enfin vraiment les petites lèvres bien retroussées, tout parfait et il s'est mis à téter et là, je me disais dans ma tête, je dis: «Non mais là, c'est pas possible, ça peut pas y avoir un allaitement parfait comme ça dès les premières secondes et que ça se finisse en néonate, qu'on soit séparés, que moi». Je me disais: «C'est vraiment pas possible». Et là, il y a le médecin du SAMU qui analyse un peu toute la situation, qui fait le point avec toute l'équipe et en gros, il dit: «Mais on va refaire une prise de sang» et en fonction du résultat, eux, ils pouvaient avoir le résultat en instantané, l'équipe du SAMU. Ils avaient un truc qui permet d'analyser vraiment ça tout de suite. Il dit au médecin: «En fonction de ça, on va quand même pas», il a dit: «On va quand même pas mettre un bébé de 4,2 kg qui va bien en néonate, quoi, quand elles sont saturées». Il dit au pédiatre: «De toute façon, vous pouvez faire un EEG, ici». Ce à quoi la pédiatre répond que oui. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un EEG, s'il te plaît, pour les Ouais. auditeurs? C'est un examen, c'est donc l'électroencéphalogramme. Voilà, c'est un examen médical pour analyser, l'activité cérébrale. C'est un examen qui doit se faire quand le bébé dort et qui permet, voilà, de voir si justement il y a eu, il y a des anomalies ou s'il y a eu des anomalies et ça peut être complété par d'autres examens. Donc c'est ce qui est convenu, c'est que si le résultat de la prise de sang est meilleur, on reste ici pour faire cet examen et en effet, le résultat est meilleur. Donc là, moi, je pousse un gros ouf de soulagement. Je comprends qu'on va quand même être, du coup, hospitalisé en maternité parce qu'il est, en fait, à ce moment-là, il est 19h30 et Taoni était né à 16h, donc il s'est réveillé au bout de 3 heures. Et donc du coup, voilà, ils vont pas faire un EEG à cette heure-là, enfin voilà, donc Oui. Et surtout s'il y a pas d'urgence vitale a priori. c'est ça, voilà. Donc on nous propose, de monter en maternité. Mon mari peut rester, donc nous on dit OK à tout. On est serein parce que nos enfants sont avec mes parents, enfin voilà, donc il y a pas de souci. On se retrouve tous les 3 dans notre petite bulle. Mais bon, je on nous explique quand même qu'on rentre pas chez nous parce qu'il a besoin d'une surveillance médicale. Enfin, on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Mmh. Parce que, en gros, on aurait pu aussi rentrer chez nous et revenir le lendemain faire l'examen en ambulatoire, hein. Ah oui. Mais vraiment, là, ils insistent sur le côté surveillance, etc. Puis il y avait l'hypoglycémie. Donc, nous, voilà, on prend pas de risque, hein, pour notre bébé. On dit OK.
J'ai un petit peu déchanté puisque la surveillance aura été de prendre la température à minuit et à 6 heures du matin et la glycémie à 6 heures du matin. Donc voilà, sachant qu'on a eu besoin des équipes dans la nuit parce que Taoni, lui, s'est réveillé, s'est mis à pleurer. Ça a beau être notre troisième. En fait, si on avait été chez nous, on aurait juste su que c'est voilà la première nuit, enfin voilà. Mais là, en fait, on avait peur. On se disait, en fait, s'il pleure, on n'arrive pas à le calmer, il y a peut-être quelque chose. Vu ce que vous venez de vivre, c'est tout à fait Voilà, compréhensible, oui. c'est ça. Et les réponses étaient pas hyper adaptées par le personnel de nuit. Donc voilà, c'était pas hyper... pour moi, en tout cas, c'était un séjour qui a été très difficile à vivre, puisqu'il y avait quand même de l'angoisse sur l'état de santé de notre bébé, et en même temps, peu de réponses de la part des équipes. Et le lendemain matin, on apprend en plus que finalement, ce sera pas qu'un EEG qu'il faudra faire, mais aussi une échographie. Le nouveau pédiatre, parce que c'est plus le même que la veille, lui nous parle pas du tout de sortie précoce, mais de sortie bien à 72 heures minimum, etc. Donc moi, je suis dans un état, je vis très mal en fait cette hospitalisation, surtout que je vois qu'en fait il se passe rien pour mon bébé, quoi. Que personne ne fait pas, enfin voilà, il n'y a pas de choses en particulier. J'apprends un peu plus tard que l'hypoglycémie qu'il a eu, mais c'était vraiment le truc ultra infime, quoi. Il était vraiment juste en dessous du seuil, mais vraiment, voilà. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai vraiment cru qu'il était en souffrance à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Donc voilà. On a fini grâce à une auxiliaire puère le lendemain qui avait bien compris nos besoins, qui d'ailleurs était en salle de naissance au moment où Taoni était arrivée et qui du coup avait vu la différence de bébé aussi. Elle a plaidé en notre faveur pour que si tous les examens étaient OK, on puisse sortir en sortie précoce malgré tout. Vous avez eu de la chance d'avoir une personne Ouais. comme ça au sein de la Ouais, maternité. franchement, je la remercie. Alors c'est malheureusement, j'ai pas retenu son nom, enfin voilà, mais ça a été un petit rayon de soleil. Elle a même demandé les résultats parce que les résultats de l'EEG, comme on l'a fait en fin de journée, parce qu'on a attendu toute la journée, le pédiatre était parti et nous avait dit je vous les donnerai demain. Oh l'enfer. Sauf que passer une deuxième nuit sans savoir, voilà. Donc elle est allée chercher la pédiatre de garde de nuit pour qu'elle analyse l'examen et qu'on nous fasse un retour. Et donc tout allait bien. Donc du coup on a pu souffler. Et le lendemain, on a eu le dernier examen, donc l'échographie. Pareil, là, par contre, c'était un peu dur parce qu'il n'y avait qu'un parent accepté pour l'examen, là, contrairement à l'AEG. Donc j'ai laissé mon mari y aller parce que je me suis dit, moi, là, je suis pas en état. Si jamais je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, je serai pas en état de l'encaisser. de l'encaisser toute seule en face à un médecin, etc. Donc j'ai fait nos valises parce que du coup, c'était quand même la condition, c'était qu'après cet examen, on partait si tout était OK. Et j'attendais désespérément le texto de mon mari qui me disait c'est bon, tout va bien. Et dès qu'il m'a dit ça, on a tout de suite plié bagage, attendu que le pédiatre vienne signer les papiers. Et on est rentré en ayant comme seule explication qu'en fait, c'est un bébé qui est né endormi, que d'habitude, un bébé endormi se réveille quand même beaucoup plus tôt. La pédiatre nous a dit en général, au bout d'une demi-heure, il se réveille. Et là, lui, il a mis 3 heures à se réveiller. Voilà, il n'y a aucune autre explication. Ça a été beaucoup d'angoisse pour moi pendant très longtemps. Mais maintenant, c'est un petit garçon qui pète le feu, qui n'est plus du tout endormi. Il a eu une surveillance postnatale ? Non, la même surveillance que à 8 jours, à 15 jours, voilà. Je me demandais juste s'il avait eu des examens supplémentaires par rapport à un suivi normal, du fait de ce qui s'était passé. Ouais, il a eu un examen en plus à, je sais plus, ça devait être à peut-être 1 mois ou 2 mois de vie, hein, parce qu'en fait, on remarquait qu'il avait un côté, des fois des côtés qui devenaient tout bleus, sans qu'il y ait de raison particulière, sans que ce soit un portage un peu serré, etc. Mais il avait les membres inférieurs qui devenaient rapidement très bleus, très violets, et il a eu un Doppler. Enfin voilà, on a rencontré un angiologue qui a vraiment écarté tout problème en disant que pareil, encore une fois, c'était
sans trop d'explications, mais que tout allait bien au niveau cardiovasculaire. Ok, C'est la seule chose qu'il a eu en plus, suivi classique après. d'accord. Est-ce que pendant le temps où tu as été à la maternité, tu as été en contact avec tes sages-femmes de la maison de naissance? Oui, ouais. Tous les jours, plusieurs fois par jour. À un moment donné, j'ai même demandé à ma sage-femme si notre plan d'action, si elle pensait que c'était une bonne idée. Je sais plus ce que c'était, mais j'avais dû lui demander, oui, t'es d'accord pour qu'on parte là parce que c'est n'importe quoi. Elle m'avait un peu raisonnée en me disant, je pense que c'est quand même mieux de faire tous les examens. Enfin voilà, elle avait essayé de nous faire patienter en fait. Elle était venue nous voir le surlendemain, nous faire un petit coucou, rencontrer Taoni éveillée. Donc là aussi, elle l'a trouvé bien changé. Et on s'envoyait des textos régulièrement avec les 2 sages-femmes. Et puis après, il y a eu le suivi à la maison. D'accord. Alors c'était super intéressant, je m'attendais pas du tout à tout ça. Donc si j'ai bien suivi, t'es rentré le mardi chez toi? Oui. Donc t'es pas resté les 72 heures que le deuxième pédiatre avait annoncé, t'as pu bénéficier d'un retour semi-précoce. Je sais pas comment on peut appeler ça. 48 heures, ouais, c'est ça. Bon, c'est un compromis, mais j'imagine en effet que ça a dû être super long pour toi. En tout cas, c'est chouette que tu aies eu tes sages-femmes en permanence par téléphone pour pouvoir communiquer avec elles, peut-être te rassurer. Tu dis qu'elles t'ont aussi un peu raisonné, mais je pense que pour toi, face à tout ce que tu faisais face, c'était important aussi de pouvoir être rassuré dans une certaine voie, parce que je pense que ton conjoint était aussi un peu dans le même état émotionnel que toi, même s'il venait pas Oui. d'accoucher. En tout cas, c'est quand même bouleversant, j'imagine, de vivre tout ça au moment d'une naissance. Tout à fait. Et il était même aussi agacé. Donc c'était bien qu'on ait nos sages-femmes pour nous à la fois rassurer, à la fois nous coacher un peu aussi, voilà. Comme si on était à la maison de naissance. Ça marche. On va revenir un petit peu sur le moment du transfert, parce que c'est ce qui aujourd'hui nous intéresse particulièrement dans ton récit, parce qu'en plus c'est un transfert suite à la naissance du bébé. Jusqu'à présent, on a eu des invités qui ont vécu des transferts au moment de leur accouchement. Comment vous avez vécu cette transition entre la maison de naissance et la maternité en ce qui concerne l'accueil de l'équipe de la maternité? Alors l'accueil était bon, enfin c'était un accueil médical hein, pour le coup. C'est vrai que par contre c'était violent dans le sens où on passe de les lumières tamisées, on était dans le lit tous les 3, enfin voilà, ambiance cocooning avec encore notre BO qui tournait par rapport à la naissance, etc. à les lumières, on était vraiment dans le hall des salles d'accouchement, etc. Donc les spots pour l'examiner sur le berceau, pareil, lumière en plein sur lui, etc. Donc on va dire que l'ambiance était une ambiance très hôpital. Après, on a quand même été bien accueillis, avec bienveillance, à part voilà l'épisode avec la sage-femme que moi j'ai trouvé très violent. Sinon, tout le monde a été aux petits soins. On a même retrouvé l'auxiliaire de puériculture qui avait accueilli Jaël à l'époque. Donc c'était rigolo. Donc voilà, on a été quand même bien accueillis. C'est juste que voilà, l'ambiance n'est plus du tout la même. Oui, c'est un fort contraste en fait. Mm. Justement, j'allais te demander, tu as eu cette première expérience pour ton premier accouchement, mais malgré tout, là, tu t'attendais pas à ce transfert, et donc, quelles sont les différences que tu as pu noter, alors à part celles que tu viens de nous dire, entre ce à quoi tu pouvais t'attendre, ce que tu avais projeté de lié à ce transfert, et ce qui s'est réellement passé? Tu nous as parlé du coup de ce moment où tu te disais mais c'est pour mon bébé, c'est pas pour moi, pourquoi on me fait ça? Donc de cet acte un peu violent dont tu viens de parler là, de la sage-femme. Et puis derrière la pédiatre qui vient, qui te dit les choses à demi-mot. Comment finalement ça s'est organisé tout ça dans ta tête, parce que ça correspondait pas à la raison initiale du transfert en fait, le déroulé qui a suivi? En fait, je m'attendais tellement pas à rester, je pensais vraiment juste le montrer à un pédiatre que je me suis sentie plus tellement actrice des choses à ce moment-là. Alors par contre, on m'expliquait tout. Une fois que j'ai dit à la pédiatre, parlez-moi franco, allez-y, enfin voilà. Mais en tout cas, j'avais l'impression quand même de subir les choses et de les accepter par par obligation, parce que il y a la santé de notre enfant qui est en jeu
et qu'on n'est pas fou, qu'on veut que tout aille bien et que s'assurer que tout aille bien. Donc j'ai quand même, voilà, je me suis sentie quand même un peu, dépossédée de certaines de mes capacités, Mmh. enfin voilà, à décider, à voilà. Oui et en même temps, j'imagine que c'est un tiraillement, de parents. De se dire, «Je veux à la fois que mon enfant, aille, le mieux possible et en même temps, quelque chose m'échappe» et comme tu dis, finalement, on devient un peu passif de toutes ces décisions, quand on C'est ça. nous explique que c'est pour, Mmh. la vie ou en tout cas la bonne santé de notre enfant. Ouais et puis j'avais un fort sentiment de culpabilité parce que en fait, au fond de moi, je savais qu'il allait bien. Enfin, je me disais: «C'est pas possible qu'il aille pas bien». Mais en même temps, je me disais: «Peut-être qu'il y a quand même quelque chose parce que pourquoi il nous a fait ça?» En fait, je me Oui, on pourquoi même à un moment donné, je me disais: «Mais pourquoi il me gâche entre guillemets mes 2 heures à la maison de naissance, là, mes 3 heures avant qu'on rentre à la maison tous les 3 voir ses frères?» S'il y a rien, je me disais: «Il y a forcément quelque chose». Donc en fait, j'étais tiraillée entre mon envie de rentrer chez moi, retrouver mes grands, que tout se passe, comme on l'avait prévu. En même temps de me dire: «Non mais en fait, s'il a un problème, faut qu'on le sache, faut qu'on le prenne en charge et cetera». oui, bien sûr. Donc je me disais: «Purée, mais en fait, je suis une mauvaise mère, je pense qu'à moi, en fait, à mon bien-être». J'avais super chaud dans la chambre de maternité. Je pensais qu'à ça, enfin et je me disais: «Mais quand même» et alors que 2 secondes après, je me disais: «Non, mais en fait, ça se trouve, ça va vraiment très mal, il a peut-être plus rien dans le cerveau». Enfin, vraiment, je suis passée par toutes les étapes, et donc beaucoup de culpabilité. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on nous a proposé un suivi, par Mmh. l'équipe, de périnatalité et qu'on a accepté. On l'a surtout accepté, enfin si, on l'a accepté dès le départ, mais moi, je l'ai accepté aussi après sa naissance, enfin, après l'hôpital. D'accord. C'est bien de proposer ce genre de suivi. Oui, c'est une psychologue qu'on peut revoir, jusqu'aux 6 mois du bébé, en gros. Oui. Il y a d'autres, professionnels, mais nous on a vu enfin moi j'ai vu que la psychologue, mais Ouais, mais je pense que ça peut être, très bénéfique, oui, en effet, pour les parents, qui entrent dans des schémas, tout à fait compréhensifs, mais dont ils ont du mal à se dépêtrer, des schémas mentaux, comme tu viens de dire, par exemple, culpabilisants ou autres, hein. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative, de proposer ça aux patients oui. et au moment où le transfert a eu lieu, tu l'as évoqué? À plusieurs reprises d'ailleurs, tu l'as évoqué, au moment, où tu nous as parlé des différents intervenants, mais est-ce qu'elle a transmis quelque chose de physique à l'hôpital pour tes souhaits, alors comme tu disais, finalement c'est pas, mon projet de grossesse ou d'accouchement qu'on transmet, mais en l'occurrence, ton projet d'allaitement ou ce genre de choses. Est-ce que ça a été un dossier physique? Est-ce que tu les as vus s'entretenir? Ou est-ce que tu l'as juste compris comme tu nous l'as décrit par, finalement le retour que les équipes avaient, avec toi quand ils s'adressaient à toi? Bah, un petit peu des 2, hein, puisque je sais qu'elle monte avec des papiers, d'ailleurs il y avait les tracés du monitoring et après en fait elles ont un dossier commun, informatique. Donc je pense qu'il y avait des Ah choses oui, aussi OK. qu'elles ont pu, écrire, dessus et après il y a eu de la transmission orale. Ouais. Mais voilà, il y a eu un petit peu de tout ça et mais en tout cas, on a bien senti que, voilà, on n'était pas lâchés dans la nature, bien au contraire et d'ailleurs, je sais que les professionnels de la maternité ont eu des mots par rapport à ça, enfin en disant, «Non mais l'accouchement n'est pas en cause», elles ont fait ce qu'il fallait, ma femme. Vraiment, c'était, tout voilà, ils avaient vérifié. Il y avait pas eu de manquement professionnel, du côté, en tout cas, Voilà, de la maison mmh, de naissance? non et ça a été verbalisé par l'équipe de la maternité partenaire. Je pense que c'est important même pour toi. Au moment où on vit tout ce chamboulement, c'est un repère aussi, je pense, d'entendre ce genre de phrase. Mmh. C'est un repère et puis, moi, c'était aussi, très important pour moi parce que je voulais pas que la naissance de Taoni, puisse, «entacher» entre guillemets les relations entre la maternité et la maison de naissance. Donc, ça m'a soulagée de l'entendre en fait. Même Ouais, si je le j'imagine. savais moi, Mmh. voilà, de l'entendre des soignants, ça m'a soulagée. Mais ça se comprend et en même temps, j'ai envie de te dire, si ça avait été le cas, ça aurait pas été de la responsabilité de Taoni. On est d'accord. Mais Mais après, je comprends tout à fait, ton sentiment, hein. Je le dis juste, comme oui. ça, hein. Non mais vraiment, c'est vrai que les premiers instants, c'était ce qui m'importait le plus. Mmh.
mais parce que j'avais pas, enfin pour moi mon bébé allait bien. Oui, mais non, mais c'est tout à fait compréhensible. Mm. C'est une évidence. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais peut-être particulièrement apprécié lors de ton premier accouchement et que tu aurais aimé retrouver au moment de ce transfert? Bah en fait je l'ai retrouvé puisque j'ai retrouvé l'auxiliaire de puériculture qui était là pour la naissance de Jaël. Donc j'ai trouvé que dans un sens c'était un peu voilà aussi une sorte de c'est notre premier, c'est notre dernier, la boucle est bouclée. Pour Jaël, on a pu sortir, à 12 heures de vie. Pour le coup, on a fait vraiment juste l'accouchement Mmh. et ben, pour Taoni, c'est l'inverse, on leur a fait le séjour en maternité. Donc voilà, c'était de retrouver cet auxiliaire, c'était un petit peu voilà, une petite, petit clin d'œil à notre histoire. Ouais, c'est chouette. En tout cas, maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure, que tu nous as apporté aussi toute cette vision, un peu complexe, de ce qui peut nous traverser, particulièrement lors d'un transfert après un accouchement. C'était vraiment, intéressant, c'était vraiment riche et je pense que et j'espère que ça va servir à tous nos auditeurs et nos auditrices qui ont peut-être ces appréhensions, comme toi tu as pu les avoir, qui l'ont peut-être déjà vécu et qui vont se sentir peut-être un peu moins seuls dans leur vécu. Je trouve qu'en plus, tu as parlé, assez honnêtement, tu vois, de émotionnellement ce qui peut nous traverser, des culpabilités qu'on peut avoir, des ressentis ou des pensées, parasites qui peuvent, finalement, au moment de l'accouchement, au moment de l'annonce d'un transfert, au moment de certains propos ou de certains actes violents qui peuvent être pratiqués sur nous. En tout cas, merci pour tout ça. Je pense que c'est très important, de pouvoir avoir ce genre, d'expérience. Mais quoi qu'il en soit, alors on demande, à toutes nos invités, de nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance à la fin de nos interviews. Toi, tu as eu 3 expériences très différentes en plus, pour des Mmh. raisons, de d'accident de travail, d'accouchement idéal ou de petit bébé qui décide de mettre 3 heures à se réveiller. En tout cas, aujourd'hui, en plus, tu nous as dit en début d'interview que tu étais, coprésidente de FAM, donc la maison de naissance à Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce que c'est la maison de naissance pour toi? Bah, pour moi, c'est vraiment, une affaire de famille. La maison de naissance, c'est un cocon pour moi, où on devient une famille et c'est vraiment un lieu ressource où on peut trouver, le soutien dont on a besoin en tant que parent, jeunes parents ou plus expérimentés, que ce soit pendant la grossesse ou pendant le postpartum et même, les premiers mois, en tant que parent parce que c'est quand même, un sacré métier et pour moi, c'est vraiment un endroit un espace, voilà, où la physiologie, mais aussi les valeurs des personnes sont respectées. Voilà, pour moi, c'est clairement une seconde famille. D'ailleurs, femmes, premières heures au monde, nous, en tant que, parents de femmes, on appelle maintenant notre collectif, avec le jeu de mots, en fait, femme, famille. C'est voilà, c'est vraiment et je pense que beaucoup de parents de cette maison de naissance le ressentent pareil. C'est vraiment cet esprit-là, de faire famille, tous ensemble. Eh ben, merci pour cette très belle définition et pour tout le moment qu'on vient de passer ensemble. C'était, vraiment agréable de te recevoir et d'entendre, toute ton aventure qui était, bien riche. En tout cas, ça j'espère que ça aura permis aux auditeurs et aux auditrices de mieux comprendre, le tandem et tout ce qui se joue entre la maternité partenaire et la maison de naissance pour assurer, au maximum la sécurité, d'un bébé quand, c'est nécessaire, d'une femme, aussi et aussi, tout ce que ça peut impliquer à tous les niveaux. Que ce soit, émotionnel, alors administratif, tu nous en as pas beaucoup parlé, mais en tout cas, même, matériel, dans les contraintes que ça peut avoir, dans la remise en question des plans qu'on avait imaginés. On espère aussi que tous ceux qui montent un projet actuellement, seront, rassurés, comme je le disais tout à l'heure, à l'idée de rencontrer aussi, ces équipes de la maternité qui peuvent, comme tu l'as dit, être, des personnes accueillantes, qui respectent, les projets. Alors malheureusement, parfois, il y a aussi, des personnes, violentes, mais c'est bon de le signaler. Ça peut être, pris en compte et de suite, comme toi, en fait. On peut couper court à ce genre d'acte, si c'est signalé, directement et d'ailleurs, je pense que c'est très important de le faire. Et puis, il peut y avoir même des bonnes, surprises. Toi, tu étais contente de retrouver, l'auxiliaire, Pierre, de ton premier accouchement, donc comme quoi il y a des gens, qui peuvent marquer, pour aussi, tout un tas de bonnes choses. En tout cas, je vais te poser la question, traditionnelle de fin d'épisode. Est-ce que tu as une petite astuce, un petit tips pour, nos auditeurs et nos auditrices, qui ont actuellement, un projet ou une envie, d'accouchement, physiologique en maison de naissance?
Oui, alors moi vraiment depuis, que j'ai découvert, notamment les BD de Lucille Gomez, c'est le savoir, c'est le pouvoir et ça je le dis aussi aux mamans qui allaitent et aux mamans qui veulent accoucher, de façon physiologique. Quand on sait les choses, ça permet de vivre les choses totalement différemment et d'accepter aussi Mmh. les choses quand, elles doivent se passer différemment de ce qu'on avait imaginé. Mais au moins voilà, quand on sait, on peut plein de choses. Mais écoute, merci, merci beaucoup pour, cette astuce qui, je pense, est très sage. Tu nous as parlé, des BD de Lucille Gomez. J'invite à toutes les personnes qui nous écoutent aussi, à aller, découvrir ses ouvrages. Mmh. C'est, je pense, de très bonnes BD, qui peuvent en effet accompagner, ce genre de projet. Merci, pour, toute la douceur aussi avec laquelle, tu nous as partagé tout ça, avec, les hauts et les bas que ça vous a amené à vivre, ton conjoint, toi et puis, bah, malgré tout, tes 2 grands, tes parents par conséquent et même ta cousine qui ne vous aura pas vu, au mariage. Quoi qu'il Voilà. en soit, merci pour ta confiance, merci d'avoir pris ce temps, avec nous. On te souhaite une bonne continuation, à toi et puis, aux 4 autres, garçons avec qui tu vis et puis, bah, écoute, si un jour tu as autre chose à nous raconter, que ce soit pour une grossesse ou parce que aussi, tu œuvres, au niveau de ta maison de naissance, hésite pas à revenir vers nous. Au revoir Marine. Au revoir et merci à toutes les 2 pour ce podcast. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.